cela me rend physiquement malade, de te voir entrer dans cette maison en portant cet uniforme. Une pile de serviettes tachées de graisse s'abattit violemment sur la table. Ma propre mère se tenait là, pointant son doigt droit sur mon visage, devant plus de 20 invités. Ses yeux me balayaient, comme si j'étais une maladie. Regarde ton frère, Zach apprend à de vrais hommes comment survivre. Et toi, une secrétaire sangsue qui vit de nos impôts, en jouant aux soldats. Je préfère dire que je n'ai pas de fille, plutôt que d'admettre que tu es une telle honte. Le rire strident de Zach et de ses copains éclata. Ils exultaient. Ils ne connaissaient pas l'odeur de brûlé du carburéacteur JP8, cette odeur qui s'accrochait à mes cheveux après chaque mission de nuit. Et ils ne savaient absolument pas ce que signifiait l'indicatif classé, revenant 1. Je restais assise dans un silence de mort, ma main serrant la canette de bière sous la table, jusqu'à ce que l'aluminium s'écrase et me fasse saigner. Ce coup de poignard avait été porté par la femme qui m'avait donné la vie, un coup fatal. Mais je n'allais pas mourir. Mais avant de vous dire pourquoi, cette nuit-là fut la seule fois en 3 décennies où ils m'ont vraiment vu, et où j'ai finalement payé le prix le plus fort. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et ne partez pas, car ce que j'ai fait ensuite a détruit toutes les fausses fondations que cette maison avait tant travaillé à bâtir. Les rires planaient dans l'air lourd et humide. Ils se mêlaient à la fumée grasse et fétide, des hot-dogs trop cuits et du charbon de bois bon marché. Je pouvais sentir la sueur picoter ma nuque, sous le col rigide de mon uniforme kaki. Zach s'adossa dans sa chaise de jardin rouillée. Il se curait les dents avec une fourchette en plastique, ayant l'air de venir de gagner à la loterie. Ma mère ne manqua pas une miette de ce moment. Elle s'en nourrissait. Un public, une scène pour jouer les martyrs. Evelyne plongea ses mains manucurées, semblables à des griffes, dans les profondeurs de son sac à main de contrefaçon. Les pièces métalliques cliquetèrent. Elle en sortit un document blanc et impeccable, un papier épais, du genre juridique. Chut. Elle le fit glisser sur le bois collant de la table de pique-nique, taché de ketchup. Il s'arrêta juste à côté de ma canette de bière écrasée. Je n'eus même pas besoin de me pencher, pour lire les petits caractères. Les lettres majuscules en gras, en haut de la page, me hurlaient dessus. Procuration, décharge financière. Signe le ordonna TL. Sa voix perdit ce ton faussement mielleux, qu'elle utilisait toujours pour les voisins. Maintenant, ce n'était qu'une exigence brutale. L'entreprise de Zach traverse une mauvaise passe. Il a besoin de liquidités, pour conserver le bail de ses terrains d'entraînement. Tu es assise sur des années de primes de risque, là-bas dans la marine, cachée derrière un bureau. Il est temps que tu contribues à cette famille. Au lieu de thésauriser un salaire du gouvernement. Je te donne la chance de faire ce qu'il faut, un sauvetage financier. Elle voulait ma solde de combat, l'argent que j'avais gagné en volant à travers les tirs anti-aériens, pour sauver le navire en perdition de son garçon en or. Je ne clignai pas des yeux. Je ne tendis pas la main, vers le stylo en plastique bon marché qu'elle avait jeté sur le contrat. Au lieu de cela, mes yeux se fixèrent sur une brochure sur papier glacé, posée près d'un bol de salade de pommes de terre fondantes. Tactique de survie alpha, par Zachary Butler. La couverture était une blague. Elle montrait Zach, paré d'un camouflage forestier immaculé et sans la moindre tache. Il agrippait un fusil d'assaut AR-15 en plastique d'airsoft, portant un gilet tactique, qui avait encore les plis d'usine marqués dans le nylon. Un guerrier du dimanche, qui facturait 500 € par tête à des employés de bureaux de banlieue, pour ramper dans la boue d'un parc public local. Il ne connaissait absolument rien à la survie. Il savait juste comment escroquer. Mon index droit tapotait contre ma cuisse, sous la table. Un rythme en code morse, silencieux et régulier, contre le pantalon de mon uniforme. Tiret, point, tiret, point. Cible verrouillée. Le silence à table s'étira, se tendant de plus en plus, comme un treuil rouillé. Il devint épais, étouffant. Le tintement des bouteilles, et le murmure des conversations autour du jardin, s'estompèrent pour ne laisser qu'un bourdonnement sourd et plat. 20 paires d'yeux me perçaient à jour. Tante, oncle, et les copains de beuverie de Zach, cette milice de pacotille. Ils attendaient tous que la fille prodigue et mal aimée cède, attendant que je m'effondre, que je pleure, et que je signe le chèque, juste pour acheter une miette de l'affection d'Evelyne. Zach ne supportait pas le silence. Cela le rendait nerveux. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, avec un sourire en coin qui n'atteignait pas ses yeux, des yeux morts et anxieux. Le désespoir suintait de ses pores,
se masquant sous l'arrogance. Allez, Mich, se moqua-t-il, utilisant le surnom d'enfance que je méprisais absolument. Ton petit boulot de gratte-papier sur un navire, ça ne se compare pas à la gestion d'une vraie entreprise, sur le terrain. Sois utile pour une fois. Donne l'argent. Je te céderai même une part de 5% du capital. Ça te donnera un aperçu de ce que c'est que de vraiment construire quelque chose. Au lieu de vivre au crochet des contribuables. Un muscle tressaillit dans ma mâchoire. Je laissai échapper une respiration lente et contrôlée, par le nez. Départ dans un cirque en faillite. Il voulait prendre l'argent que j'avais gagné, en encaissant des virages à 9G au-dessus d'un territoire hostile, pour rembourser ses cartes de crédit plafonnées et ses usuriers. L'audace pure de la chose laissa un goût métallique et tranchant de cuivre dans ma bouche. Il pensait vraiment que je n'étais qu'une employée de bureau. Il pensait vraiment que j'étais une lâche sans colonne vertébrale, qui céderait sous un peu de pression sociale. Ne laissez pas ceux qui n'ont jamais affronté la tempête vous dire comment naviguer. Les mots du général Matisse résonnèrent à l'arrière de mon crâne. Froid, tranchant, absolu. Je ne discutais pas. Je ne criais pas. Crier signifie que l'on a perdu le contrôle. Je tendis la main, d'un geste ferme, et je ramassai son prospectus de survie sur papier glacé. Je l'écrasai. Mon poing se serra, faisant craquer les tendons de mon poignet, jusqu'à ce que le papier épais se compacte en une boule dure et serrée. Sans un mot, d'un coup de poignet, je le lançai. La balle de papier décrivit un arc de cercle dans l'air enfumé, et atterrit en plein centre des braises oranges et rougeoyantes du barbecue Weber. Elle prit feu instantanément. Une explosion de flammes jaunes, suivie d'une fumée noire et toxique, qui s'éleva en volute dans le ciel du soir. Je me levai. Ma chaise en métal racla violemment, contre le patio en béton, le bruit de grincement strident coupant court au silence. Je baissai les yeux vers Evelyne. Je ne vis pas une mère. Je vis un parasite. Je passai le revers de ma main sur le bois collant, balayant la procuration directement de la table, pour l'envoyer dans la terre. Mon argent est payé dans le sang, dis-je, ma voix tombant dans un registre plat et mort, qui ne portait aucune chaleur, aucune hésitation. Il n'ira pas dans ton cirque. Je n'attendis pas que sa mâchoire se décroche. Je n'attendis pas que Zach se lève, qu'il bombe le torse, et qu'il joue au dur. Je tournai le dos au jardin, à la Grèce, et à cette famille, qui ne me considérait comme rien de plus qu'un distributeur automatique de billets ambulants. Je marchai droit vers le portail en bois, les charnières rouillées gémissant alors que je l'ouvrais, me dirigeant sur le sentier sablonneux vers la plage, dans la nuit froide et noire comme de l'encre. Qu'ils s'étouffent avec leur propre fumée. Les bases de la chaîne IFI du jardin s'estompèrent, remplacées par le fracas rythmique et violent des vagues de l'Atlantique. L'air, ici, était lourd. Il avait un goût de sel, et d'algues mortes. Je me tenais au bord de l'eau, le sable mouillé imbibant le cuir épais de mes bottes de service. Mon dos était parfaitement droit. Une habitude qu'ils vous inculquent à Annapolis, et qu'ils vous font rentrer dans le crâne pendant l'école de pilotage. La mémoire musculaire. On ne s'affale pas. On ne montre aucune faiblesse, pas même à l'océan. Je plongeai la main dans la poche de mon uniforme. Mes doigts effleurèrent un morceau de carton épais et glacé, que j'avais chippé sur la table de pique-nique en sortant. Zachary Butler, directeur des opérations. Mon autre main sortit un zippo en laiton massif. Il était éraflé, cabossé au niveau de la charnière, et sentait légèrement le fluide à briquet brut. Clic, le couvercle métallique s'ouvrit d'un coup sec. Le silex produisit une étincelle vive, contre la molette en acier. Une flamme jaune et dentelée perça un trou dans l'obscurité. Je tins le bord de la fausse identité de mon frère, contre le feu. Le stratifié bon marché se mit à cloquer instantanément. Il se recroquevilla sur lui-même, devenant d'un noir d'encre, avant de prendre feu. Je regardai le mot alpha fondre, pour se transformer en une cendre incandescente. Le vent arracha les braises brûlantes de ma main, les dispersant sur le sable humide. De faux hommes, de fausses guerres. Il a payé le prix fort, pour avoir ça. La voix venait de par-dessus mon épaule droite. Profonde, graveleuse, usée par des décennies à hurler des ordres, par-dessus le rugissement des rotors des hélicoptères Black Hawk. Je ne tressaillis pas. Je ne me retournai pas. J'avais reconnu cette voix, instantanément. Le colonel Roland Butler, Navy SEAL à la retraite, mon oncle, l'homme qui jetait une ombre si vaste sur cette famille,
que mon frère avait passé sa vie entière à essayer d'acheter une lampe de poche, assez puissante pour l'égaler. Roland s'avança à mes côtés. Il sentait le scotch hors de prix, et les cigares aigres et bon marché. Il baissa les yeux vers la traînée de cendres noircies, près de la pointe de son mocassin en cuir. Un ancien opérateur de niveau 1, un homme qui avait affronté du regard des seigneurs de guerre étrangers, se tenait maintenant épaule contre épaule avec la nièce, qu'il jetait régulièrement au loup. Le silence entre nous s'étira. Ce n'était pas le silence confortable des vieux vétérans de combat. C'était l'air mort, lourd et étouffant, d'une impasse tactique. Il attendait que je cède, que je me soumette. C'était ce que les hommes de cette famille attendaient. Les femmes servent les hommes. Les femmes qui réussissent, financent les hommes qui échouent. Tu ne peux pas simplement quitter cette table, Michel, finit par dire Roland. Il ne me regarda pas. Il fixait l'eau noire, ses mains enfouies profondément, dans les poches de son pantalon. Evelyne est ta mère. Zach est ton sang. Il a des problèmes. De vrais problèmes. Le genre de dette, qui amène des hommes avec des battes de baseball à ta porte, à 3 heures du matin. Je gardais les yeux rivés sur l'horizon. Alors il devrait s'acheter un vrai fusil. Roland laissa échapper un profond soupir. Il semblait humide et épuisé. Ne fais pas ça. Tu as les primes de risque. Tu as le salaire d'officier. Tu es assise sur de l'argent dont tu ne te sers même pas, fait le chèque. Sauve le nom de la famille, d'une humiliation publique. Je tournai lentement la tête. Je regardais l'homme que j'avais autrefois vénéré. La mâchoire carrée s'affaissait. Les larges épaules étaient voûtées. Il n'était pas un guerrier, en ce moment. Il était un complice. Un vieil homme fatigué, essayant de cacher la poussière sous le tapis, pour protéger un garçon qui refusait complètement d'apprendre à être un homme. Mon argent, dis-je, en gardant une voix absolument plate, n'est pas un pansement pour son incompétence. J'ai gagné chaque centime dans un cockpit. Je ne le céderai pas, pour financer un parc de paintball. Roland se tourna pour me faire face. Le clair de lune capta le désespoir soudain dans ses yeux. Il se pencha un peu plus, tentant d'utiliser sa carrure physique, pour m'intimider. Une tactique qui aurait pu fonctionner, il y a 10 ans. Je ne te le demande pas, Michel. Je te le dis, tu vas signer ce papier, parce que si tu ne le fais pas, je dirai la vérité à Evelyne. Il marqua une pause. Il voulait que les mots suivants fassent couler le sang. Je sais ce que tu as fait, là-bas. Je sais exactement qui tu es, revenant 1. Le vent sembla s'arrêter complètement. Ce nom flottait dans l'air humide, comme une grenade dégoupillée. Il utilisait mon indicatif classé. Une mission trempée dans le feu et le sang. Il utilisait la nuit la plus sombre et la plus traumatisante de ma vie, comme un pied de biche, pour forcer l'ouverture de mon compte bancaire, au profit d'un escroc. La trahison ultime. La fraternité d'armes, échangée contre les liens du sang. Clic. Je refermai le zippo d'un coup sec. Le claquement aigu du métal contre le métal, résonna au-dessus du fracas des vagues, comme un coup de feu. La flamme mourut instantanément. Nous fûmes replongés dans le froid et l'obscurité. Je le fixai, regardant droit à travers lui. Je voyais la moindre once de sa lâcheté, mise à nu sur la plage. Je sais ce que ça fait, de voir les gens qui devraient vous protéger se retourner contre vous, et vous mettre un couteau sous la gorge. Avez-vous déjà été manipulé par un membre de votre famille, qui essayait de protéger l'enfant prodige? Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et commentez le mot survécu ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule, à avoir dû combattre mon propre sang. Je m'approchai de Roland. J'envahis son espace, réduisant la distance, jusqu'à ce qu'il doive tendre le cou pour me regarder de haut. Il fit carrément un demi-pas en arrière, le grand Navy Seal, battant en retraite face à une pilote de chasse. Tu veux parler de revenant 1, chuchotai-je. Ma voix portait le bourdonnement mécanique et froid, d'un moteur d'avion de chasse montant en régime pour le décollage. Garde mon secret, vieil homme, ou ne le fais pas. Je m'en fiche éperdument, désormais. Mais la prochaine fois que cette famille fouillera dans mes poches, ou manquera de respect à mon uniforme, je ne m'éloignerai pas. Je riposterai. Je n'attendis pas sa réponse. L'odeur du carburant d'avion brûlé inonda soudainement mes sens, balayant le sel et la fumée. La plage sombre disparut de ma vision. Le ciel noir se déchira,
remplacé par les sirènes hurlantes d'un verrouillage de missiles. La sirène assourdissante hurlait, un son aigu qui me transperçait les os du crâne. Ce n'était plus la brise froide de l'océan qui me frappait le visage. C'était la chaleur étouffante de 43 degrés, d'un cockpit exigu de FAE-18, au-dessus de Mogadiscio. L'écran radar était un gâchis chaotique, de signaux hostiles. Une fumée noire et huileuse étouffait l'horizon, barbouillant les lentilles de mes lunettes de vision nocturne. Mon masque à oxygène s'enfonçait profondément dans mes pommettes, glissantes de ma propre sueur. Les interférences sifflaient et crépitaient, à travers mon casque. Un brouhaha frénétique et confus, de communication radio qui se chevauchait. Puis, sa voix coupa court au bruit. Ce n'était pas la voix arrogante et tonitruante de l'oncle qui dirigeait les barbecues familiaux. C'était le halètement saccadé et terrifié d'un mort en sursis. Flèche brisée, nous sommes coincés dans la cour. Tirs anti-aériens lourds, nous subissons des pertes. À tous ceux sur ce réseau, on est en train de se faire massacrer. En dessous de moi, un complexe en briques de terre crue grouillé de piques UPS armés. Des balles traçantes illuminaient le ciel d'encre, comme un feu d'artifice au néon mortel. Des frelons rouges et furieux qui volaient droit vers le haut, à la recherche de mon avion. Je n'hésitais pas. Je ne vérifiais pas auprès du commandement. Je poussais violemment la manette des gaz, et j'enfonçais le manche avec force. Le manche luttait contre moi, vibrant assez violemment pour me faire claquer des dents. Les jets me frappèrent, comme une enclume. Cela écrasa ma poitrine contre le harnais à 5 points. Ma combinaison de vol se gonfla, serrant mes jambes comme un étau, pour garder le sang dans mon cerveau. Je fis plonger le harnais, droit dans les dents du réseau anti-aérien. Les voyants d'alarme clignotèrent en rouge critique, sur le tableau de bord. Redresser. Altitude. Redresser. J'ignorais l'ordinateur. J'armais la charge utile. Le réticule de visée se verrouilla sur les éclairs des tirs, en dessous. J'appuyai sur la détente. Le sol entra en éruption, dans un éclair blanc aveuglant. L'explosion, dans ma mémoire, s'effondra violemment, remplacée par le bruit des vagues qui se brisaient. Les voyants d'alarme rouge se fondirent à nouveau, dans la lumière pâle et froide de la lune, qui se reflétait sur l'océan Atlantique. Je clignai des yeux, juste une fois. Les embruns glacials frappèrent mon visage, lavant l'odeur fantôme de cordite, de mes narines. Roland se tenait toujours là, dans le sable mouillé. Il n'était plus l'opérateur d'élite de niveau 1. Il n'était plus qu'un vieil homme, dans un polo froissé et hors de prix. Il évitait mon regard. Il fixait les pointes éraflées de ses mocassins. Je le fixais, regardant droit à travers lui. Je regardais l'homme pour qui j'avais failli mourir. L'homme qui s'était assis à une table de pique-nique, il y a 10 minutes, et avait laissé ma mère me traiter de secrétaire sensu. J'ai largué ces munitions parce que c'était mon travail, dis-je. Ma voix était dépouillée de toute émotion. C'était du métal froid et rouillé. Tu étais un uniforme au sol. J'étais un uniforme dans les airs. C'était le protocole militaire. Ne reste pas là à confondre ma discipline avec une faveur familiale. Il frotta sa main épaisse et calleuse sur son visage. La peau semblait grise, s'affaissant sous le poids de sa propre hypocrisie. Il tira lentement sur son cigare, mais je le vis. Sa main tremblait légèrement. Je voulais leur dire, Mich, marmonna-t-il. Le mensonge flottait dans l'air lourd, pathétique et faible. Je voulais me lever à Thanksgiving, et dire à toute cette foutue famille ce que tu as fait. Mais tu sais comment est ta mère. Il secoua la tête, comme s'il était la véritable victime. Si Evelyne découvrait que sa petite fille a sauvé une équipe de Navy SEALS, ça la briserait. Elle a besoin que tu sois l'échec, pour qu'elle puisse se sentir comme une sauveuse pour Zach. Il déglutit difficilement. Le bout de son cigare brillait d'un rouge terne. Et ton frère? Bon sang, le gamin est déjà fragile. Il joue au soldat le week-end, juste pour se sentir comme un homme. Il croule sous les dettes. S'il savait que sa petite sœur était revenant 1. S'il savait que tu étais la vraie guerrière. Il se mettrait probablement un flingue dans la bouche. Je devais le protéger. Je devais maintenir la paix. L'audace pure de tout cela. Je sentis un muscle tressaillir dans ma mâchoire. Un héros de guerre décoré, se prosternant devant une femme au foyer de banlieue, et son fils bon à rien. La trahison ultime. Là-bas, dans la poussière,
j'ai volé à travers le feu de l'enfer anti-aérien pour couvrir ses arrières. À la maison, il m'a jeté sous un bus, pour protéger un homme de 30 ans, qui se déguisait dans les bois. La fraternité d'armes échangées contre les liens du sang. Mon état de service au combat, délibérément enterré, pour qu'un escroc puisse garder son ego fragile intact. Je ne criais pas. Crier est pour les victimes. Je le regardais simplement. Le dégoût, qui montait au fond de ma gorge, avait exactement le goût de l'acide de batterie. Il était un lâche. Pur et simple. Il portait le trident sur sa poitrine, mais il avait laissé sa colonne vertébrale dans le désert. Tu as protégé une fraude, dis-je. Mon ton était plat. Définitif. Je fis un pas délibéré en avant, les semelles épaisses de mes bottes de service, crissant bruyamment contre le sable. Il déplaça instinctivement son poids, faisant un demi-pas pour s'écarter de mon chemin. Je passai à côté de lui, mon épaule frôlant son bras. Je m'arrêtai juste une seconde. Le son faible et strident, du rire odieux de Zach, dériva par-dessus la clôture en bois, depuis le jardin. Il se faisait probablement encore passer cette procuration, attendant que je revienne en rampant avec un stylo, pour céder mes primes de risque. Garde ton silence, Roland. Emporte-le dans la tombe, pour ce que j'en ai à faire. Je ne me retournai pas vers lui. Je gardai les yeux fixés sur le chemin sombre, qui ramenait à la rue où j'avais garé mon camion. Mais comprends bien ceci, la prochaine fois que cette famille fouillera dans mon compte en banque, la prochaine fois qu'ils essaieront de m'humilier publiquement, pour leur propre amusement malsain, je ne me contenterai pas de partir. Je fis un autre pas, je riposterai. Je le laissai debout, seul dans l'obscurité, les braises de son cigare s'éteignant pour ne devenir plus rien. 2 ans, cela fait exactement 730 jours. 730 jours, depuis que Roland avait échangé son honneur, pour protéger une fraude. 730 jours où je portais la feuille de chêne dorée, d'un capitaine de corvette sur mon col, tandis qu'Evelyne continuait de me traiter comme un distributeur de billets défectueux. Je poussai la lourde porte d'entrée en chêne. La maison sentait exactement la même chose. La purée trop beurrée, la dinde sèche et trop cuite, le vin en bois de bon marché, renversé sur la moquette. Thanksgiving chez les Butlers. Je n'annonçai pas mon arrivée. J'entrai et analysai immédiatement la disposition des lieux. La force de l'habitude. Identifier les sorties. Identifier les hostiles. Le salon était bruyant. La télévision hurlait un match de football. Personne ne regardait vraiment. Les tantes et les oncles se disputaient à propos de politique. Mes yeux ignorèrent tout cela, et se verrouillèrent sur l'espace étroit et ombragé, près de la porte du garde-manger. Zach. Il était fermement pressé contre la cloison sèche, tenant son smartphone comme si c'était une grenade dégoupillée. L'écran brillait intensément, illuminant la sueur qui perlait sur son front. Le téléphone bourdonna violemment dans sa paume. Une vibration rapide et agressive. Des agents de recouvrement. Ou pire, on ne transpire pas à travers sa chemise à Thanksgiving, à moins de devoir de l'argent à des gens, dont le métier est de briser des genoux. Son pouce s'écrasa sur le bouton rouge de rejet. Il laissa échapper un souffle tremblant et pathétique, essuya son front humide avec le dos de sa manche, et plaqua un faux sourire béat sur son visage. Il se retourna pour entrer dans la salle à manger, et faillit me rentrer dedans. Il tressaillit, faisant littéralement un pas en arrière. Je restai simplement là, dans mes vêtements civils, un jean sombre, une lourde veste en cuir, des bottes. Pas d'uniforme aujourd'hui, mais je gardais toujours ma colonne vertébrale bien droite. Lui, en revanche, ressemblait à un rat mouillé. Sa peur muta instantanément en une agression bruyante et odieuse, le mécanisme de défense d'un lâche. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous honorer de sa présence, beugla Zach, s'assurant que sa voix porte jusque dans le salon. Le bavardage s'éteignit, les têtes se tournèrent. Il pointa un doigt boudiné vers ma veste ordinaire. Qu'est-il arrivé aux belles rayures dorées? La grande gratte-papier n'a même pas pu se permettre d'apporter une tarte. Ou la marine a-t-elle finalement fait faillite, à force de te payer pour rester assise à un bureau? Il laissa échapper un rire sec et forcé. Personne d'autre ne rit avec lui. La tension dans la pièce était assez épaisse pour s'y étouffer. Evelyne sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier à fleurs. Elle ne regarda pas mon visage. Elle regarda mes mains vides. Ne commence pas avec elle, Zach, soupira Evelyne, jouant la pacificatrice épuisée.
Mais le venin était bien là, dégoulinant des coins de sa bouche. Ta sœur a toujours été frugale. Elle thésaurise ses chèques du gouvernement. Elle ne comprend pas ce qu'il faut pour diriger une véritable entreprise en pleine croissance, comme tu le fais. Elle se contente de prendre au système. Elle ne construit rien. Une entreprise en pleine croissance. Je posai à nouveau mon regard sur Zach. Ses mains étaient enfouies profondément dans ses poches, essayant de cacher le fait qu'elle tremblait. Sa société de survie alpha était un cadavre en putréfaction. Il perdait de l'argent à vue d'œil, esquivait les appels téléphoniques, se noyant dans ses propres mensonges. Et Evelyn se tenait juste là, pelletant de la terre sur la réalité, juste pour maintenir son garçon en or sur son piédestal en plastique. Je passais devant eux deux. Je ne discutais pas, discuter leur donne du pouvoir. Je marchai droit vers la table à manger, pris un lourd pichet en cristal, et me servis un verre d'eau glacée. Le tintement des glaçons contre le verre fut le seul son dans la pièce morte et silencieuse. Je pris une lente gorgée. L'eau était glaciale. Elle fit du bien à ma gorge sèche. Je posai le verre. Je ne regardais pas Evelyn. Je ne regardais pas Zach. Je gardais les yeux fixés sur la condensation, qui dégoulinait le long du cristal. Mon argent, dis-je, ma voix descendant d'une octave, s'installant dans un bourdonnement bas et mortel, paie des caisses de munitions 5.56. Il paie le carburant JP-8 des avions de chasse. Il ne paie pas des dettes de jeu. Et il ne renflouera certainement pas de faux hommes. Portant des équipements tactiques, qu'ils ont achetés sur Amazon. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. C'était le genre de silence qui bourdonne dans vos oreilles. Je vis la mâchoire de Zach se serrer fort. Le sang se vida complètement de son visage, le laissant d'une nuance de gris maladive. Il savait. Il savait que je voyais clair, à travers son camouflage. Avant que quiconque ne puisse inspirer pour me hurler dessus, le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée frappa 3 fois. Fort, bang, bang, bang. Ce n'était pas un coup poli. C'était le martèlement lourd et autoritaire, de quelqu'un dont le métier est d'enfoncer des portes. La lourde porte en chêne s'ouvrit à la volée, avant que quiconque ne puisse atteindre la poignée. Joyeux Thanksgiving, misérable salaud. Le maître principal maçon fit irruption dans le couloir. Il était bâti comme un parpaing, poitrine large, cou épais, et une barbe grisonnante et en bataille que le règlement n'aurait jamais autorisé, mais que la retraite permettait. Il trimballait un pack de scie pas artisanal en carton bon marché, dans sa main gauche. Le gars sentait pratiquement l'huile de fusil et le vieux cuir. Il n'attendit pas d'invitation. Il contourna complètement Zach, ignorant le tic nerveux dans la mâchoire de mon frère, et marcha droit dans la salle à manger. Mason repéra Roland en bout de table. Il jeta le pack de 6 sur la belle nappe en dentelle, et asséna une lourde claque de la main ouverte sur l'épaule de Roland. Paf. Cela sonna comme une balle de baseball, frappant un gant de receveur. Ravi de te voir respirer, vieil homme, tonitru à Mason, sa voix résonnant sur les cloisons sèches bon marché. Il ouvrit une bière tiède sans demander. Il prit une longue gorgée, essuya la mousse de sa moustache, et regarda autour de la pièce. Je disais justement au gars au local des vétérans, à propos de cette échauffourée à Mogadiscio. La fois où on s'est fait coincer par ces pics UPS armés. Il s'arrêta, secouant la tête avec une véritable révérence. Mon Dieu, je pense encore à ce soutien aérien rapproché. Un FA-18 est descendu droit à travers la DCA. Il nous a sauvé la mise. As-tu jamais retrouvé ce pilote, Roland? Celui avec l'indicatif de dingue? C'était quoi déjà? L'oxygène quitta la pièce. C'était un air mort, absolu et étouffant. Le genre de silence qui se produit, juste avant qu'un engin explosif improvisé n'explose. À l'autre bout de la table, le front chirurgicalement tendu d'Evelyn se plissa, en un froncement de sourcils profond et laid. Elle n'avait aucune idée de ce dont parlait Mason, mais elle détestait tout ce qui détournait l'attention de sa fête parfaitement mise en scène. Roland se figea, sa main à mi-chemin de sa bouche, tenant un morceau de dinde sèche, arrêté en plein vol. Le sang quitta son visage si vite, qu'il ressembla à un cadavre. Ses doigts devinrent soudainement mous. Fracas. La lourde fourchette en argent glissa de sa prise. Elle heurta l'assiette en porcelaine. Le bruit métallique et aigu trancha dans la pièce silencieuse, comme une lame de rasoir. Je ne bougeais pas.
Je ne détournai pas le regard. Je restai assise sur ma chaise, ramassai un morceau de viande avec ma propre fourchette, et en pris une bouchée lente et délibérée. Je mâchai. J'avalai. Mes yeux restèrent fixés, morts sur la poitrine de Roland, observant sa respiration devenir rapide et superficielle. Il suffoquait dans ses propres mensonges. Il regarda Mason, puis me lança un regard terrifié et pathétique. Non, Mason, râla Roland. Sa gorge était complètement sèche. Je n'ai jamais su qui c'était. C'était classifié. Mason renifla bruyamment, complètement inconscient de l'affrontement psychologique qui se déroulait, à 1 mètre de lui. C'est bien dommage. Quel que soit ce fils de pute de malade, il mérite une médaille. Bref, je dois filer chez ma sœur. À plus tard, commandant. Mason sortit, tout aussi bruyamment qu'il était entré. La lourde porte claqua. Le silence revint en force, encore plus lourd cette fois. Personne ne parla. Zach s'enfourna une poignée de purée dans la bouche, ses yeux passant nerveusement de Roland à moi. Il ne connaissait pas la vérité, mais il pouvait sentir la peur qui émanait de son oncle. Et Zach détestait être tenu à l'écart. 10 minutes plus tard, le dîner tendu finit par se disperser. Les gens s'éparpillèrent dans le salon, pour se cacher derrière le bruit de la télévision. Je me tenais dans le couloir étroit, glissant mes bras dans ma veste en cuir. C'est à ce moment-là que je sentis qu'on tirait, doucement et avec hésitation, sur ma manche. Je baissai les yeux. Evan, le fils de Zach, âgé de 8 ans. Il tenait un soldat en plastique, me regardant avec de grands yeux bruns, innocents. Il avait la même mâchoire que son père, mais rien de son arrogance. Pas encore. Tante Michel, chuchota Evan, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule, vers le salon. Tu es dans la marine, pas vrai? Comme grand-père Roland. Je posai un genou à terre. Je mis mes yeux à son niveau. Oui, Evan. Je pilote des avions de chasse pour la marine. Les yeux du gamin s'illuminèrent, pendant une fraction de seconde. Tu penses que tu es aussi courageuse que ce pilote dont parlait oncle Mason? Celui qui a sauvé ses hommes. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, une main lourde s'abattit sur la petite épaule d'Evan, et le tira en arrière. Zach. Il se tenait au-dessus de nous, le visage rougi par la colère, couvert de plaques. L'odeur de la bière bon marché et du désespoir émanait de lui. Il tira brusquement Evan derrière sa jambe, protégeant le garçon de moi, comme si j'étais une maladie. Arrête d'ennuyer ta tante avec des questions stupides, claqua Zach. Sa voix était dure. Cruelle. Elle ne vole nulle part de dangereux. Elle tape sur un ordinateur, toute la journée. C'est juste une employée de bureau. Ne va pas la comparer à de vrais héros. Zach me foudroya du regard. Il projetait ses propres failles, rejetant toute son incompétence pathétique sur moi, en utilisant son propre fils comme bouclier. Va jouer dans le jardin. On ne parle pas de son travail, dans cette maison. Evan tressaillit. La lumière mourut dans ses yeux. Il regarda ses baskets sales, et marmonna des excuses avant de s'enfuir. Je restai sur un genou. Je regardais le gamin disparaître au coin du couloir. Mon frère ne se contentait pas de voler mon argent. Il empoisonnait activement la génération suivante. Il s'assurait que ce petit garçon grandisse en croyant à un mensonge, juste pour protéger sa propre masculinité, factice et fragile. Je me levai lentement. Je ne regardais pas Zach. Je n'en avais pas besoin. Je plongeai la main dans la poche intérieure de ma veste en cuir. Mes doigts tracèrent les bords froids et durs du petit insigne métallique, que je portais toujours sur moi, des ailes en or, de pilote de la marine. Je le sortis. Je passai devant Zach, heurtant intentionnellement son épaule avec la mienne, assez fort pour le faire trébucher d'un demi-pas en arrière. Je marchai droit dans le salon, où Evan était assis seul sur la moquette, fixant la télévision d'un regard vide. Je m'accroupis à côté de lui. Je pris sa petite main, et pressai les lourdes ailes en or dans sa paume. Je refermai ses doigts dessus. Écoute-moi, Evan, dis-je, en gardant la voix basse. Il y a des gens dans ce monde qui portent leurs médailles dans leur cœur, et il y a des lâches, qui ne savent que les porter sur leur bouche. Je me levai et regardai droit au-dessus de la tête du garçon, droit dans le couloir où se tenait Zach, le visage déformé par une rage pâle et impuissante. Tu découvriras bien assez tôt, qui est qui.
3 ans. Cela fait exactement 36 mois de silence radio de la part de ma mère, brisé uniquement par une invitation sur papier rigide, arrivée dans ma boîte aux lettres. La salle de banquet louée au local des vétérans, sentait la bière pression éventée, la cire à plancher épaisse, et la côte de bœuf trop cuite. C'était le 60e anniversaire de Roland. Ils avaient sorti le grand jeu. Ils avaient invité la moitié du comté. La pièce était bondée de dizaines d'anciens militaires, portant les casquettes de leurs anciennes unités, de propriétaires d'entreprises locales, et de voisins, qui ne connaissaient que la version fausse et polie de la famille Butler. J'étais assise près de la table d'honneur. Je portais mon uniforme de cérémonie blanc, impeccable, sans tache, et repassé avec une précision militaire. Le tissu épais reposait sur mes épaules, un rappel physique du serment que j'avais prêté. Tinte, tinte, tinte. Un lourd couteau à beurre en argent, tapota contre un verre à vin bon marché. Le murmure sourd de la salle bondée s'éteignit lentement. Evelyne se tenait à l'avant de la pièce, agrippant un pied de micro. Elle portait une lourde robe noire, le visage plâtré d'un maquillage épais et coûteux, pour cacher des années de profonde amertume. Elle tapota le coin de ses yeux secs, avec un mouchoir blanc. Elle jouait avec le public, construisant son récit. Nous sommes tous si incroyablement fiers de Roland Roucoula-TL. Sa voix résonnait sur les dalles acoustiques bon marché du plafond, dégoulinant d'une douceur artificielle. Et nous sommes tellement bénis, d'avoir une famille dévouée au service. Regardez simplement mon fils, Zach. Elle le pointa du doigt. Zach se leva de sa chaise. Il bomba le torse, portant un costume gris froissé et mal ajusté, qui donnait l'impression qu'il avait dormi dedans. Zach dirige sa société d'entraînement à la survie, et dans nos courageux vétérans, à faire la transition vers la vie civile, continua Evelyne, la voix tremblante d'une émotion fabriquée de toutes pièces. Mais c'est un travail difficile. Il nécessite des fonds. Le gouvernement ignore nos garçons, mais cette famille, elle, ne les ignore pas. Elle tourna la tête, ses yeux se verrouillant sur moi. Le faux sourire tomba, pendant une fraction de seconde, révélant le requin froid et calculateur qui se cachait en dessous. C'est pourquoi, ce soir, ma fille Michelle va faire une contribution spéciale, un transfert total du fonds de ses primes de risque militaire, pour s'assurer que son frère puisse continuer à aider de vrais héros. Les applaudissements commencèrent, lents d'abord, puis résonnant bruyamment dans la salle de banquet. 50 paires d'yeux passèrent du podium à moi. Une embuscade publique, une prise d'otages émotionnelle. Je regardais la table. Posée juste sur mon assiette, coincé entre un couteau à steak émoussé et un morceau de pain sec, se trouvait un document juridique, un accord de transfert financier. Ils avaient planifié cela, à la minute près. M'amener dans une pièce pleine de vétérans de combat. Me mettre un micro sous le nez, et transformer la foule en armes. Signer le papier et céder l'argent pour lequel j'avais saigné, ou passer pour la fille la plus égoïste et ingrate de la planète entière. Les applaudissements finirent par s'estomper, laissant place à un silence lourd et lourd d'attente. L'air dans la pièce devint épais. Je ne bougeais pas sur ma chaise. Je ne clignais pas des yeux. Je gardais ma respiration lente et régulée. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de maintien, 4 secondes d'expiration. La respiration tactique, d'un pilote de chasse engagé dans un combat aérien. Ma main droite reposait à plat, sur la nappe blanche. Mon index tapotait contre le tissu épais. Un rythme dur et cadencé. Tiret, point, tiret, tiret, point. CIBLE. Point, tiret, point, point, tiret, tiret, tiret. VERROILLE. Zach sortit de derrière la table d'honneur. Il s'approcha de moi, tenant un stylo à billes en plastique bon marché. Il avait le culot d'avoir l'air suffisant. Il pensait m'avoir enfin coincé. Il pensait que l'uniforme que je portais n'était qu'un costume, un morceau de tissu que j'utilisais pour me cacher derrière un bureau, pendant que de vrais hommes faisaient le gros du travail. Il s'arrêta à mes côtés, plantant ses mains sur la table et se penchant tout près. Je pouvais sentir l'odeur âcre du whisky bon marché, dans son haleine. Vas-y et signe, petite sœur, marmonna Zach. Il gardait la voix juste assez basse pour que les micros ne la captent pas, mais les gens assis à notre table pouvaient entendre chaque mot. Tu ne vois jamais le combat, de toute façon. Pourquoi en aurais-tu besoin? Des primes de risque pour des coupures de papier. Laisse-moi prendre cet argent, et faire quelque chose de vraiment utile pour la société. Mets ton nom au bas de la page. Il poussa le stylo vers ma poitrine.
Evelyne observait depuis le podium, les bras croisés en signe de triomphe. Roland était assis à côté d'elle, fixant son assiette vide, refusant complètement de croiser mon regard. Le grand Névicile se cachant dans l'ombre, pendant que les loups déchiraient sa nièce, pour de la petite monnaie. Je tendis la main. Je pris le stylo en plastique de la main moite de Zach. Zach eut un sourire narquois, réajustant sa cravate de travers. Il pensait que j'avais cédé. Il pensait que la pression pure et simple de la foule avait finalement brisé ma colonne vertébrale. Je tenais le stylo à deux mains. Je ne regardais pas le contrat. Je plongeais mon regard droit dans les yeux creux de Zach. J'appliquais une pression. Crac. Le craquement net et violent, du plastique dur se brisant en deux, résonna comme un coup de feu dans la pièce d'un silence de mort. L'encre noire éclaboussa le document blanc et impeccable sur mon assiette, ruinant le papier. Zach tressaillit violemment, faisant un pas en arrière rapide et maladroit. Je repoussai ma chaise. Les pieds en métal raclèrent violemment, contre le sol en lino. Je me levai de toute ma hauteur. Les plis nets et immaculés de mon uniforme de cérémonie contrastaient fortement avec ses vêtements civils négligés. La feuille de chêne dorée sur mon col capta les lumières crues du plafond, clignotant comme une balise d'avertissement. Je sais exactement à quel point c'est étouffant, quand votre propre famille essaie de vous piéger, en utilisant la culpabilité et la pression publique pour voler ce que vous avez travaillé si dur à construire. Si vous avez déjà dû regarder un parent toxique dans les yeux, et dire non pour protéger votre propre santé mentale, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et commentez le mot d'accord ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne me tiens pas seul, dans cette pièce. Je n'haussais pas le ton. Je n'avais pas besoin de crier, pour commander cette base. Je parlais depuis ma poitrine, projetant ma voix pour que chaque vétéran dans cette salle de banquet puisse entendre le fer froid et rouillé dans mon ton. Vous voulez parler du champ de bataille? Evelyne laissa échapper un halètement aigu et théâtral. Elle agrippa le bord du podium en bois, ses jointures devenant blanches comme un os. Le microphone fit un Larsen, laissant échapper un grincement aigu qui fit grimacer la moitié de la pièce. Michel, siffla Evelyne, abandonnant complètement sa façade de mère aimante. Le venin était brut et sans filtre. Maintenant, comment oses-tu embarrasser cette famille, manquer de respect à ton frère devant ces hommes? Je ne tressaillis pas. Je ne la regardais même pas. Au milieu de la pièce bondée, une lourde chaise racla bruyamment contre le sol. Un homme plus âgé, épais de taille et portant un chapeau délavé des Army Rangers, se leva. Son visage était rouge et congestionné. Il sentait fortement le scotch bon marché, et la fumée de cigares froides. Un des copains de beuverie de Zach, amené pour remplir la pièce d'une fausse crédibilité militaire. Il pointa un doigt épais et calleux vers moi. « Et ma sœur, c'est quoi ton problème ?» bredouilla légèrement le type, en appuyant son poids contre sa table. Le gamin essaie juste de faire le bien pour les gars qui rentrent à la maison. « Qu'est-ce que tu fais, toi ? Hein ? Tu pilotes un bureau ? Tu restes assise dans une pièce climatisée, à fixer un écran radar ? Tu te comportes comme si le foutu ciel t'appartenait. C'est quoi ton indicatif ? De toute façon ? Aile de papier. Quelques gars à sa table ricanèrent. C'était un son bas et guttural. Le son de vieillard, sous-estimant quelqu'un qu'il pensait pouvoir intimider facilement. J'ignorais l'ivrogne. J'ignorais la respiration lourde et en colère d'Evelyne. J'ignorais Zach, qui se tenait là, avec ce sourire narquois, suffisant et pathétique, plaqué sur son visage. Je m'éloignai de la table. Mes bottes claquèrent sèchement, contre le sol dur en lino. Un pas, deux pas, trois. Je m'avançai dans l'espace ouvert, entre la table d'honneur et la foule. Je ne battais pas en retraite. Je prenais de la hauteur, revendiquant le champ de bataille. Je verrouillai complètement mon regard sur Roland. Il était assis, raide, à la table d'honneur. Son visage était pâle. Les lumières du plafond captaient les grosses gouttes de sueur, qui perlaient sur son front. Ses deux mains agrippaient les accoudoirs de sa chaise, si fort que ses avant-bras tremblaient. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il connaissait le feu de l'enfer absolu que je retenais, et il savait qu'il n'avait aucune couverture. Zach laissa échapper un rire court et arrogant. Il s'appuya contre le bord de la table, croisant les bras sur sa veste de costume froissé. Il regarda autour de la pièce, établissant un contact visuel avec ses copains, s'imprégnant de l'attention.
Il attendait la chute. Il attendait que je dise quelque chose de bureaucratique et faible, pour qu'il puisse la démolir, et jouer au mal alpha. Evelyne fit de même. Elle croisa les bras, levant le menton. Elle sourit même, un petit sourire en coin, tendu et victorieux. Dans son esprit tordu, elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir réussi à me coincer dans une pièce pleine de vétérans de combat, m'exposant comme une fraude, qui refusait d'aider son propre sang. Il pensait contrôler le récit. Il pensait que l'uniforme que je portais, n'était que pour le spectacle. Je gardais les yeux entièrement rivés sur Roland. J'arrêtai de marcher. Je restai parfaitement immobile, les épaules carrées, ma posture irréprochable. Je ne criais pas par-dessus les murmures. Je baissai la voix. Je parlais depuis ma poitrine, laissant la résonance profonde, froide et métallique, porter à travers le silence soudain de la salle de banquet. Revenant un. Les mots ne résonnèrent pas. Ils tombèrent, comme de lourds poids en plomb, sur le sol. Il fallut exactement 2 secondes, pour que l'onde de choc frappe. Le faible bourdonnement des conversations, ne s'arrêta pas simplement. Il fut violemment étouffé. La pression de l'air dans la pièce, sembla chuter instantanément. C'était le silence lourd et étouffant, juste avant qu'une bombe n'explose. L'ivrogne avec le chapeau de rangée se figea. Le sourire narquois fut effacé de son visage. Sa bouche resta légèrement ouverte. Le cigare bon marché, à moitié fumé, glissa de ses doigts épais. Ploc. Il heurta la moquette. Il ne baissa même pas les yeux pour le ramasser. Ses yeux, soudainement et complètement sobres, étaient écarquillés, et me fixaient droit devant. Les autres vétérans dans la pièce se raidirent, les dos devinrent droits, les épaules se carrèrent. Ce nom ne signifiait rien pour Evelyne. Il ne signifiait rien pour Zach. Pour eux, ce n'étaient que 2 mots choisis au hasard. Mais pour les hommes dans cette pièce, qui avaient vraiment porté leurs bottes dans le sable, qui avaient écouté les communications classifiées, qui connaissait les légendes du ciel, cela signifiait tout. C'était l'indicatif d'un fantôme. La pilote qui avait fait plonger un avion de chasse de 50 millions d'euros, dans un mur de tirs anti-aériens au-dessus de Mogadiscio, violant le protocole, larguant des munitions si près des forces alliées, que cela avait pratiquement fait fondre leur blindage, juste pour sortir une équipe de SEALS. Coincé en enfer. Le silence s'étira. C'était agonisant. Zach regarda autour de lui, son sourire suffisant vacillant. Il remarqua le changement soudain dans la pièce. Il vit l'ivrogne me fixer, avec une terreur pure. Il vit les autres vétérans se redresser, leurs expressions passant de l'ennui à une crainte absolue. Il pouvait sentir le pouvoir, lui glisser complètement des mains, mais il était trop stupide pour comprendre pourquoi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, bordel, balbutia Zach, la voix craquant légèrement. Il regarda Roland, cherchant de l'aide. Je ne lui répondis pas. Je gardai les yeux verrouillés sur le vieux cil. La poitrine de Roland se souleva. Il ferma les yeux. Le mensonge qu'il avait protégé pendant des années, était mort. L'ivrogne au chapeau de rangée trouva finalement sa voix. Elle craqua. Vous étiez le chasseur au-dessus de Mogadiscio, balbutia-t-il, regardant de moi à la table d'honneur, ignorant complètement le cigare, qui brûlait un trou dans la moquette bon marché. Pas possible. Ce pilote est une légende. C'est une couverture aérienne classifiée de niveau 1. C'est impossible. Fracas. La lourde chaise rembourrée de banquet, à la table d'honneur, bascula violemment en arrière. Elle s'écrasa contre la cloison. Roland était sur ses pieds. Il n'avait plus l'air d'un vieil homme fatigué et à la retraite. Ses larges épaules se carrèrent. Sa poitrine se gonfla. 10 ans de culpabilité étouffante et de lâcheté, s'évaporèrent en un seul souffle explosif. Le commandant des Navy SEALS. L'homme qui avait ordonné à des hommes de tuer et de mourir, dans les recoins les plus sombres de la terre, sortit enfin de l'ombre. C'est la foutue vérité, rugit Roland. Sa voix ne fit pas que remplir la pièce, elle la fracassa. Ce fut un coup de tonnerre tonitruant et guttural, qui fit vibrer la verrerie bon marché sur chaque table. Zach tressaillit physiquement. Il trébucha en arrière, ses chaussures de ville brillantes, glissant sur le lino. Il se rattrapa contre le bord de ma table, renversant un pichet d'eau. La glace se répandit partout. Le sang se vida entièrement de son visage, le faisant ressembler à un enfant malade et terrifié,
portant un costume trop grand pour lui. Evelyne se figea complètement. Sa bouche resta grande ouverte. Ses doigts, qui serraient un lourd verre en cristal rempli de vin rouge, s'engourdirent soudainement. Fracas. Le verre frappa le sol. Il explosa. Le vin rouge, épais et sombre, éclaboussa le lino éraflé, giclant sur l'ourlet de sa robe noire hors de prix. Cela ressemblait exactement à du sang frais. Elle ne le remarqua même pas. Ses yeux dardaient frénétiquement autour de la pièce, regardant l'empire de mensonges qu'elle avait mis 30 ans à construire, s'effondrer en temps réel. Elle regarda l'ivrogne au chapeau de rangée se tenir droit, sa colonne vertébrale se redressant dans un alignement rigide. Elle regarda chaque vétéran dans cette salle de banquet, des dizaines d'entre eux, des hommes qui riaient, buvaient et mangeaient auparavant, repoussaient leurs chaises. Grincement, grincement, grincement. C'était une réponse automatique et synchronisée. La mémoire musculaire, inculquée depuis le camp d'entraînement. Quand un vétéran de combat décoré, une légende vivante du ciel, est identifié dans la pièce, on ne reste pas assis, on se lève. Des dizaines d'hommes se tenaient au garde-à-vous absolu. Un silence total, ni applaudissements, ni acclamations, juste le respect lourd et profond, d'hommes qui connaissaient le prix de la guerre. Evelyne fixait une pièce pleine de gens, qui vénéraient la fille même qu'elle venait d'essayer d'humilier publiquement. Elle avait jeté un diamant, pour protéger un déchet. Et maintenant, tout le monde le savait. Roland ne regarda pas la foule. Il contourna la table d'honneur, ses bottes lourdes martelant le sol. Il marcha droit vers Zach. Zach leva les mains, paume vers l'extérieur, un geste pathétique de reddition. Oncle Roland, attends, je ne savais pas. Roland attrapa Zach, par les revers de sa veste de costume froissé. Il ne le frappa pas. Il n'en avait pas besoin. La pure domination physique suffisait. Il souleva presque cet homme de 30 ans du sol, le tirant si près que leur nez se touchait presque. Tu veux ces primes de risque, gronda Roland, sa voix un grognement sourd et terrifiant, qui porta dans chaque recoin de la pièce silencieuse. Tu veux l'argent qu'elle a gagné, en volant à travers un mur de tirs anti-aériens lourds pour me sauver la vie? Pour sauver la vie d'une équipe entière de SEALS. Zach gémit, un vrai gémissement audible. Roland le repoussa en arrière. Zach heurta violemment la table, faisant tomber la procuration ruinée et tachée d'encre, sur le sol. Tu es une sangsue, cracha Roland, pointant un doigt épais et balafré, droit entre les yeux de Zach. Tu joues à te déguiser le week-end. Tu diriges une fausse entreprise. Tu voles la bravoure, des gens qui saignent vraiment pour ce pays. Tu es une fraude, Zach, et tu me dégoûtes. Le masque était tombé. L'expert en survie, ce mâle alpha, était exposé comme n'étant rien de plus qu'un escroc fauché et terrifié. Devant ses amis, devant sa famille, devant les vétérans qu'il prétendait aider. Zach glissa le long du bord de la table, fixant le sol, complètement humilié. Evelyne essaya de parler. Elle ouvrit la bouche, tendant une main vers Roland. Roland, s'il te plaît. C'est juste un garçon. Ferme ta bouche, Evelyne, trancha Roland, sans même la regarder. L'ordre sévère la coupa net. Elle recula contre le podium, paraissant petite, vieille, et totalement vaincue. Roland se tourna lentement. Il me fit face. La colère quitta son visage, remplacé par un épuisement lourd et profond. Il regarda l'uniforme blanc et impeccable, que je portais. Il regarda la feuille de chêne dorée, sur mon col. Puis il plongea la main dans la poche poitrine, de son blazer. Il en sortit une lourde pièce de défi en laiton massif, le trident, l'emblème des Navy SEALS, la pièce personnelle d'un commandant d'équipe. Ce n'était pas quelque chose que l'on achetait. C'était quelque chose que l'on gagnait avec du sang. Il fit 3 pas vers moi. Puis, devant la pièce entière, le grand colonel Roland Butler s'arrêta. Il inclina la tête. Un signe de tête lent, profond et délibéré, de soumission absolue et de respect. Il tendit la main, paume vers le haut. La pièce en laiton accrocha la lumière. J'ai été un lâche pendant 10 ans, Michel, dit Roland. Sa voix n'était plus tonitruante. Elle était calme, brisée. J'ai protégé un mensonge, parce que j'avais peur des retombées. Je les ai laissés te traiter comme de la boue, pendant que tu portais l'honneur de toute cette famille sur ton dos. Je ne bougeais pas. Je regardais sa main trembler légèrement, alors qu'il me tendait la pièce. Je te dois la vie, chuchota Roland, fixant le laiton dans sa paume.
Et cette famille ne te mérite pas. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur bon marché derrière le bar. Je regardais Zach, recroquevillé contre la table. Je regardais Evelyne, fixant sa robe ruinée. Puis je baissai les yeux, vers la pièce en laiton. Je tendis la main. Mes doigts effleurèrent la main rugueuse et calleuse de Roland. Je pris la pièce. Le métal était chaud, lourd, solide. Il avait le goût de la vérité. Je glissai la pièce dans ma poche. Je ne dis pas merci. Je n'offris pas mon pardon. Le pardon est pour les gens qui font des erreurs. Ils avaient fait un choix. Je me retournai. Je marchai vers les lourdes doubles portes, au fond de la salle de banquet. Mes bottes écrasèrent durement la procuration blanche et impeccable, qui gisait au milieu du sol, laissant une empreinte de boue noire, juste au-dessus du nom de mon frère. Je poussai les portes, et sortis dans la nuit froide. Je ne regardai pas dans le rétroviseur. Les lourdes doubles portes en bois du local des vétérans se refermèrent derrière moi, coupant court au silence de mort de la salle de banquet. L'air de novembre me frappa le visage. Froid, mordant. Il sentait les gaz d'échappement et l'asphalte mouillé. Je grimpai dans la cabine de mon pick-up. La lourde porte en acier claqua, produisant un bruit sourd, solide et mécanique. Je tournai la clé. Le moteur V8 rugit, secouant le plancher. J'enclenchai la marche avant. Je quittai le parking sans faire patiner les pneus. Pas de théâtralité, pas de sortie dramatique, juste une rupture tactique et nette. 16 kilomètres plus loin sur l'autoroute, l'adrénaline commença enfin à quitter mon système. Mes jointures étaient pâles, contre le cuir épais du volant. Je quittai la route pour m'arrêter à une station-service Chevron déserte. Les néons au plafond clignotaient, bourdonnant d'un bruit électrique bon marché. L'îlot en béton était taché d'huile de moteur noire et de terre séchée. Je mis le pick-up en position parking, mais laissai le moteur tourner. Je plongeai la main dans ma poche arrière. J'en sortis mon portefeuille en cuir. À l'intérieur, fermement glissée derrière ma carte d'identité militaire, se trouvait une photographie, la seule que j'avais gardée. Vieille de 10 ans. Evelyne, Zach et moi, debout sur un porche. Il souriait. J'étais dans mon uniforme de cérémonie. Je regardais le papier glacé, sous la dure lumière du néon. Il semblait incroyablement lourd. J'attrapai le bord de la photographie. Déchirure. Le son fut fort, dans la cabine silencieuse. Je la déchirai exactement en deux, droit au milieu, séparant physiquement l'uniforme, des faux sourires. Ensuite, j'empilai les deux morceaux ensemble, et je les déchirai à nouveau. 4 morceaux. Je baissai ma vitre. Je jetai les morceaux déchirés, directement dans la poubelle en métal rouillé, à côté de la pompe à essence. Disparu. Le poids mort était lâché. Avant que je ne puisse remonter la vitre, des phares inondèrent ma cabine. Des feux de route halogènes et aveuglants coupèrent à travers l'obscurité. Des pneus crissèrent violemment, contre le béton sale. Un lourd Ford F250 se mit en biais, juste devant mon pare-choc avant, bloquant complètement ma sortie. La porte du côté conducteur du pick-up s'ouvrit dans un gémissement. Des bottes lourdes frappèrent le sol. Roland. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air brisé. Il marcha lentement, vers ma vitre ouverte. Ses larges épaules étaient voûtées, sous son blazer sombre. Il s'arrêta à une trentaine de centimètres de la portière. La lumière crue du néon de l'auvent de la station-service jetait des ombres profondes et laides sur son visage affaissé. Il n'essaya pas de m'offrir de fausses excuses. Il plongeait la main à l'intérieur de sa veste. Il en sortit un épais dossier en papier craft. Le papier était jauni sur les bords, taché par de vieux ronds de café, et par le temps. Il le passa à travers la vitre ouverte. Je le pris. Il était lourd. J'ouvris la couverture. C'était un rapport de fin de mission, Mogadiscio. Les pages étaient fortement censurées. Un marqueur noir épais rayait des paragraphes entiers de mouvements tactiques. Mais mon indicatif était là, à découvert, imprimé à l'encre noire. Revenant 1. C'était le dossier militaire officiel, qu'il avait enterré pour protéger son neveu. Une confession physique et indéniable, de sa propre lâcheté. Il me donnait la preuve de sa trahison. Il me remettait son propre mandat d'exécution.
Il se tenait là dans le froid glacial, attendant que je lui hurle dessus, attendant le peloton d'exécution. Je laissai tomber le dossier jauni, sur le siège passager. À ce moment exact, la console centrale s'illumina. L'écran de mon téléphone clignota, d'un blanc vif dans la cabine sombre. La vibration cliquetait de manière agressive, contre le plastique dur. Un SMS, puis un autre, puis 5 autres en succession rapide. L'écran se remplit de murs de texte. Evelyne. Je ne pris pas le téléphone. Je lus simplement les bulles d'aperçu, qui brillaient dans le noir. Michel, s'il te plaît, reviens à la salle. Les gens parlent. Nous devons arranger ça. Puis le ton changea. La manipulation passa à la vitesse supérieure. Le brouillage frénétique d'un rat coincé. C'est entièrement la faute de Zach. Il m'a menti sur son entreprise. Il a manipulé mon amour maternel. Tu sais comment il est. Il m'a forcé à rédiger ce contrat. Je suis la victime ici. S'il te plaît, appelle ta mère. Je fixai l'écran lumineux. Je ne ressentis absolument rien. Ni colère, ni tristesse, juste un dégoût froid et clinique. 30 ans d'abus psychologiques. Et au moment exact où son empire s'est effondré, elle ne s'est pas excusée. Elle a jeté son garçon en or directement sous le bus, pour sauver sa propre peau. La recherche du bouc émissaire, la tactique de survie ultime, d'un narcissique. Le poison était si profond dans ses veines, qu'il ne s'effacerait jamais. Même avec une pièce pleine de vétérans de combat exposant sa fraude, elle pensait toujours pouvoir modifier le récit. Elle pensait toujours pouvoir tirer les ficelles. Je tendis la main. Je pris le téléphone. Le verre était froid contre mon pouce. Je fis glisser pour ouvrir la liste de contacts. Evelyne Butler. J'appuyai sur la petite icône, dans le coin supérieur droit. Le menu se déroula. Une simple ligne de texte rouge. Bloquer l'appelant. J'appuyai dessus. L'écran demanda une confirmation. Vous ne recevrez plus d'appels téléphoniques, de messages, ni de FaceTime, des personnes figurant sur votre liste de blocage. J'appuyai sur confirmer. Je revins en arrière. Je fis exactement la même chose pour Zach. L'écran devint noir. Le cordon ombilical numérique avec ma lignée était rompu de façon permanente. Je jetai le téléphone éteint sur le tableau de bord. Je regardai à nouveau par la fenêtre. Roland se tenait toujours là. La fumée d'échappement blanche de mon camion s'enroulait autour de ses jambes, dans l'air froid. Il regarda le téléphone éteint sur le tableau de bord, puis me regarda. Il comprit exactement ce que je venais de faire. J'ai gardé la pièce, dis-je. Ma voix était complètement plate, vide. Je le regardai droit dans ses yeux fatigués et creux. Parce que la pièce représente l'uniforme, j'accepte la pièce, mais je n'accepte pas cette famille. Je remontai la vitre. Le verre se scella, coupant le vent froid et l'odeur de la station-service. J'enclenchai la marche arrière. La transmission fit un bruit lourd. Je reculai, dégageant complètement l'avant de mon pick-up, de son blocus. Je passai la marche avant. Ma lourde botte appuya fermement sur l'accélérateur. Le moteur rugit. Je laissai les néons vacillant dans mon rétroviseur, conduisant droit dans le vide noir de l'autoroute. Libre. 3 ans. Cela fait exactement 1095 jours d'air pur. Beaucoup de béton, de carburant pour avions de chasse, et d'océan, entre cette autoroute sombre et aujourd'hui. Base aéronavale d'Océana. Le soleil de la fin août tapait fort sur le tarmac, cuisant l'asphalte, jusqu'à ce que l'air scintille physiquement en lignes épaisses et ondulées. L'air sentait l'eau salée, le caoutchouc chaud, et le carburéacteur JP5 brut. Je me tenais au centre, de la tribune d'honneur en bois. Je portais mon uniforme de cérémonie blanc. Le tissu était rigide, lourdement empesé, immaculé. Un amiral 4 étoiles s'avança, et épingla fermement la Distinguished Flying Cross sur ma poitrine. Le laiton lourd et le ruban s'enfoncèrent un peu dans le tissu. Je regardais le premier rang de chaises pliantes VIP. Un siège était manifestement vide. Evelyne n'était pas là. Elle était exactement à sa place. Enfermée dans sa prison de banlieue à 4 murs, se noyant dans les retombées financières massives, que son garçon en or avait déposées sur ses genoux, avant que sa fausse entreprise ne ferme ses portes. Elle s'était complètement isolée.
Les stores de sa maison étaient toujours hermétiquement fermés. Elle avait trop honte pour montrer son visage à l'épicerie du coin, et était trop amère pour admettre qu'elle avait misé sur le mauvais cheval, s'aliénant la seule personne qui payait réellement ses factures. Un silence radio total et absolu, pour une narcissique qui se nourrissait de l'attention du public et des commérages du quartier, l'isolement était la sentence de mort ultime. Elle était un fantôme, hantant son propre salon. Le système de sonorisation crépita, avec une forte rafale d'interférences. Le maître de cérémonie se pencha vers le micro. Sa voix résonna lourdement, sur l'acier ondulé des hangars d'aviation. Pour sa bravoure éclatante et son intrépidité au combat. Volant sous l'indicatif classé, revenant 1. Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase. En bas, au premier rang, Roland bougea. Il n'était pas voûté. Il ne se cachait pas. Il se leva. Derrière lui, 3 rangées entières de Navy SEALS à la retraite, des hommes aux larges épaules et aux cheveux gris, portant le trident d'or au revers de leur costume, bougèrent dans un unisson parfait. Clac! De lourdes chaussures de ville en cuir, claquèrent contre le béton brûlant. Les dos se raidirent. Les mentons se redressèrent. Chacun d'entre eux leva une main plate, tranchante comme un rasoir, vers le bord de leur casquette. Un salut militaire unifié et sans faille. La foule de civils, assise derrière eux, devint complètement et trop blâme silencieuse. On pouvait entendre le vent côtier, fouetter les cordes des drisses, contre les mâts métalliques. Pas d'applaudissements polis, pas d'acclamations, juste le poids lourd et étouffant, d'un respect absolu. Je baissai les yeux vers Roland. Il maintint son salut, la mâchoire verrouillée, me regardant droit dans les yeux. Il se tenait enfin dans la lumière. Il était enfin, de nouveau, un soldat. Je ne perdis pas ma contenance. Je gardai les yeux au niveau, mais ma vision périphérique passa au-delà de la section VIP, scrutant le bord de la clôture grillagée rouillée, près des hangars de maintenance. Je le trouvai, Zach. Il ne portait pas son camouflage forestier repassé et immaculé. Il portait une lourde combinaison de mécanicien, bleu foncé. Le tissu épais était taché de noir absolu, par de la vieille graisse et du fluide hydraulique corrosif. Ses mains, qui agrippaient un chiffon d'atelier sale, étaient crasseuses et couvertes d'ampoules. Son empire de survie alpha avait fait faillite, à la seconde exacte où Roland avait cessé d'intervenir pour lui. La banque avait repris les camions en leasing. Le fisc avait pris le reste. Maintenant, il maniait la clé à molette comme un sous-traitant civil de bas étage, essuyant la graisse des jambes de train d'atterrissage pour le salaire minimum, juste pour rembourser les usuriers à qui il devait encore de l'argent. Il se tenait près d'un chariot à outils, en métal rouillé. Nos yeux se croisèrent, à travers l'étendue massive du tarmac. Il ne bomba pas le torse. Il n'eut pas de sourire narquois. Il n'essaya pas de projeter cette fausse domination toxique de mâle alpha. Ses épaules s'affaissèrent en avant. Il rompit le contact visuel presque immédiatement, baissant les yeux vers ses bottes de sécurité tachées d'huile, complètement dépouillées de sa fausse masculinité. Une soumission totale et absolue. La cérémonie fut officiellement levée. La foule se dispersa, dans un faible bourdonnement de conversation. Je descendis les marches en bois de la tribune, le lourd métal tintant doucement, contre ma poitrine. Avant que les hauts gradés et les politiciens ne puissent m'entourer, un petit garçon brisa la ligne des uniformes de cérémonie impeccables. Evan. Il avait 11 ans maintenant, plus grand, dégingandé. Il s'arrêta à quelques mètres, hésitant, fixant avec de grands yeux écarquillés le métal sur mon uniforme. Je ne lui serrai pas la main. Je posai un genou à terre. L'asphalte noir était brûlant à travers le tissu de mon pantalon, mais je m'en fichais. Je mis mes yeux à son niveau. Je plongeai la main dans ma poche, et sortis la lourde pièce de défi des SEALS en laiton, que Roland m'avait donnée il y a 3 ans. Je tendis la main, pris celle d'Evan, et pressai le métal froid dans sa paume. Je refermai fermement ses petits doigts, sur le trident. Tante Michel, commença Evan, la voix calme, presque un murmure. Je le coupai, non pas avec colère, mais avec une conviction absolue. Écoute-moi, Evan, dis-je, en gardant la voix basse et ferme. Ne laisse jamais personne te forcer à garder le silence sur la vérité. Ne te rabaisse jamais, juste pour qu'un lâche se sente plus grand. Pas même s'il partage ton sang. Je me relevai de toute ma hauteur. À cette seconde exacte, le sol en béton sous mes bottes commença à trembler.
Une vibration profonde, à vous glacer les sangs, traversa les semelles de mes chaussures. Je levai les yeux. Une escadrille de 4 avions de chasse F-35 Lightning déchira le ciel bleu et dégagé, dans une formation en diamant serré. Le rugissement assourdissant et violent des post-combustion noya toutes les voix sur le sol. Le ciel n'appartenait pas aux lâches, qui se cachaient derrière la table de la cuisine. Il appartenait aux gens, qui fonçaient droit dans la tempête. Le vrai pardon ne consiste pas à tolérer le mal qu'on vous a fait. Il s'agit de prendre un couteau, de couper les racines toxiques à mort, et d'avancer avec la colonne vertébrale droite. Si vous avez déjà dû vous lever, fixer des limites strictes, et protéger votre propre valeur face aux personnes qui étaient censées vous aimer, cliquez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et partagez une fois où vous avez riposté dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne vole pas en solo.